Marjou, ou au moment même du sommet de la francophonie, 29 et 30 novembre, au King Fahd Palace. Dans un instant, nous allons recevoir Siressi, consultant en géostratégie. Avec lui, nous allons discuter des enjeux du sommet de Dakar. Nous sommes avec notre deuxième invité, Siressi, lui aussi un ami que je surnomme, un jeune frère, que je surnomme Sisavané. Sisavané, bonjour. Bonjour, Carlo. Voilà, Siressi, consultant en géostratégie, après un premier entretien dans ce studio pour parler des industries créatives. Aujourd'hui, nous sommes avec Siressi pour parler des enjeux du sommet de Dakar. Siressi, en tant que consultant en géostratégie, les enjeux pour le sommet de la francophonie de Dakar. Les enjeux pourraient être envisagés sous trois angles. Le premier niveau d'analyse, c'est par rapport à l'institution qui est la francophonie, l'OIF. Le deuxième niveau d'analyse, c'est par rapport au jeu des acteurs, les États qui sont les plus influents au niveau de la francophonie, notamment la France et le Canada, et aussi l'Afrique, les pays africains. Ensuite, le troisième enjeu, c'est par rapport à notre pays, le Sénégal. En définitive, qu'est-ce qu'on y gagne en organisant? Qu'est-ce que ça nous rapporte en termes d'influence et d'image? Donc, pour la première grille de lecture, aujourd'hui, le véritable enjeu par rapport à l'institution qui est la francophonie, c'est le passage d'une francophonie, d'une communauté linguistique vers une communauté de destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, la francophonie comme institution s'est appuyée sur deux leviers. La question linguistique, le positionnement de la langue française à travers le monde, mais aussi la question de la diversité culturelle. Aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation et d'économie ouverte, l'enjeu principal pour l'institution en tant que telle, c'est de pouvoir s'ouvrir au niveau de l'économie de marché, et qu'aujourd'hui, il est question de réhabiliter la francophonie, et pour réhabiliter la francophonie, il faudrait prendre à bras le corps la question du marché de la mondialisation. Ça, c'est le premier enjeu. Toujours dans ce premier enjeu, vous savez, aujourd'hui, il y a deux types de modèles qui sont dominants à travers le monde, qu'on appelle le modèle francophone et le modèle anglo-saxon. Parce que vous savez, M. Diop, la langue, au-delà d'être un outil de communication, mais aussi véhicule un certain nombre d'idéologies et structure même la pensée, de la manière de voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le français est avec l'anglais la seule langue qui est parlée sur les 5 continents. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le modèle dominant qui est le modèle anglo-saxon, qui a commencé à prendre des avancées significatives, notamment dans le cadre du droit. Vous savez, traditionnellement, le monde était construit autour de ce qu'on appelle le droit germano-romanique, qui est d'inspiration civiliste. C'est-à-dire que c'est un droit qui a été écrit et codifié. Mais de plus en plus, on tend vers ce qu'on appelle un droit non écrit et d'essence jurisprudentielle. C'est en ce moment-là que vous avez des mécanismes comme l'arbitrage, comme la médiation, qui de plus en plus, aujourd'hui, dans ce contexte d'avancée du modèle anglo-saxon, ce n'est plus la loi qui va déterminer les règles de jeu, mais ce sont les acteurs qui vont déterminer. Et on l'a vu aussi dans le domaine de la finance. Avant, c'était la réglementation, les choses étaient avec l'autorité de contrôle, etc. Mais de plus en plus, on tend vers une déréglementation. Ça veut dire que une dérégulation. Ça veut dire que au-delà des questions, des aspects purement linguistiques, c'est véritablement des manières de voir, des projets de société qui sont en jeu par rapport à eux. Or, de la manière dont la francophonie, l'OIF est structurée, aujourd'hui, il est le seul acteur véritablement à travers une présence très diffuse à mener le combat pour que l'on ne bascule pas d'une mondialisation qui reconnaît la diversité vers une globalisation qui impose un universalisme dominant, et j'allais même dire une hégémonie linguistique. Ça, c'est la grille de lecture, l'enjeu par rapport à l'institution. Maintenant, l'enjeu par rapport aux acteurs. Maintenant, voilà, avant de parler des acteurs, c'est-à-dire les États. Les États. Si vous avez parlé de
réhabiliter. Vous demandez qu'on réhabilite la francophonie. Ça veut dire quoi? Ça renferme quoi cette phrase? Ça renferme quoi? Ça veut dire que la francophonie ne devrait pas être en marge du business model actuel de la société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les questions économiques sont des questions extrêmement importantes et que tout business model doit aussi revoir la question de l'économie. Aujourd'hui, on est dans un contexte de mondialisation. Il va falloir que la francophonie puisse s'insérer aussi dans ce qu'on appelle l'économie globale, ou l'économie globalisée. Et aujourd'hui, réhabiliter l'institution, c'est rajouter à ces deux trépieds qui étaient les questions linguistiques et les questions de diversité culturelle, une question éminemment importante qui est le marché, qui est l'économie globale. Aujourd'hui, quelle est la politique que la francophonie va mettre pour permettre à ces acteurs de mieux négocier par rapport de mieux s'insérer dans le jeu de la mondialisation? Ce sera un autre système de marché, un autre système économique, en marge de ce qui existait jusque-là. Non, mais ça veut dire qu'il faut être en phase. Vous savez là où le modèle anglo-saxon a un peu pris de l'avance sur le modèle francophone, c'est-à-dire que dès le début, le modèle francophone s'est appuyé sur les questions de diversité culture, la culture et les questions linguistiques. Mais le modèle anglo-saxon, dès le départ, s'est appuyé sur l'économie et les écrans. Ce que nous appelons les écrans, ça veut dire l'information et la communication. Aujourd'hui, le modèle anglo-saxon a très bien compris que pour dominer le monde, il faut tenir l'économie, mais il faut tenir les écrans, l'information et la communication. Et ils ont travaillé ici. Et aujourd'hui, le temps leur a donné raison. Et qu'aujourd'hui, pour que véritablement la francophonie puisse compter à travers comme institution qui va peser sur la balance, il va falloir que l'on ait un business model qui entre en phase avec ce qu'on appelle l'économie de marché. D'accord. Alors, concernant les enjeux du sommet de Dakar, vous avez parlé de l'OIF. La deuxième étape, c'est quoi? Les acteurs, c'est-à-dire les États. Voilà, les États. Vous savez, le budget global de l'OIF tourne autour de 90 millions d'euros. Maintenant, dans ce montant-là, presque 75% de ce montant-là sont des contributions des États et des gouvernements. Et sur ce montant-là, la France y contribue à hauteur de 44% du budget. Là où le Canada est à 26%, la Belgique est à 7%, la Suisse est à 6%. Ça veut dire quoi? Quelque part, qui paye commande. Ça veut dire que pour la France comme le Canada sont les deux pays les plus influents au niveau de la francophonie. C'est-à-dire que tous ces deux pays-là ont atteint un niveau de développement économique qui fait que leur enjeu par rapport à cet instrument qui est la francophonie n'est pas fondamentalement un enjeu économique. Pour la France, c'est un enjeu linguistique et culturel. Pour le Canada, c'est un enjeu sur la formation supérieure et l'enseignement supérieur et des questions d'environnement. Mais pour l'Afrique, la francophonie devrait être un instrument qui va nous permettre, surtout les pays d'Afrique francophone, la francophonie devrait être un instrument qui devrait nous permettre de pouvoir rattraper notre niveau, notre retard par rapport aux pays anglophones de la sous-région, mais aussi développer ce qu'on appelle la communauté des affaires. Parce que déjà, vous avez la zone UEMOA, vous avez la zone CEMAC, vous avez la zone ASEAN en Asie, vous avez la zone ALENA aussi en Amérique du Nord. Aujourd'hui, à travers l'instrument qui est la francophonie, on peut développer véritablement une communauté des affaires, on peut augmenter le volume de nos échanges commerciaux et c'est là où je dis qu'il faudrait réhabiliter. Ça veut dire qu'aujourd'hui avoir une stratégie qui entre en phase avec le commerce, le nouvel ordre marchand. D'accord. Siré, si vous avez parlé de la contribution financière des États comme la Suisse, la France, le Canada, qui paye commande, c'est vous-même qui l'avez dit. La francophonie continue à financer les activités des États africains membres de l'institution. D'ailleurs, quand je dis réhabiliter, ça veut dire qu'il faudrait revoir même, il est même possible de revoir le business model de financement de la francophonie. Parce que quand on regarde par exemple par rapport au modèle anglo-saxon, le Commonwealth, c'est-à-dire que le financement est fait sur la base, sur la logique d'une fondation. Alors que quand vous prenez la francophonie, le financement il est essentiellement public. Ce qui fait que au niveau du Commonwealth et du modèle anglo-saxon, l'assiette est beaucoup plus large et qui fait que la clé de répartition aussi est beaucoup plus diffuse, ce qui fait que pratiquement il n'y a pas un État ou un gouvernement super dominant. Et je pense que même l'enjeu aussi de ce sommet de Dakar, c'est de repenser aussi le financement de la francophonie parce qu'aujourd'hui l'Europe est entrée dans un contexte de crise globale et que la France continue à financer avec 44. Aujourd'hui la France a des difficultés. Il nous faudra falloir revoir le business model
modèle de ce financement-là. Donc, et je pense qu'à l'heure actuelle, le meilleur business model, c'est d'aller vers un type de financement de type fondation, où ce sont les acteurs qui vont au prorata des investissements qu'ils vont gagner pour alimenter la caisse. D'accord. Après l'institution, l'OIF et les États, les acteurs, le Sénégal, en termes d'enjeux. Voilà, le Sénégal en termes d'enjeux, on peut le situer à deux niveaux. Le premier niveau, vous savez, nous dans nos environnements, généralement, on récompense ou bien j'oublie le mot en termes français, sargal. Ok. Sargal, généralement après leur mort, à leur mort. Ouais. Donc aujourd'hui, et si on regarde le tableau, un peu le passe d'armes qui se passe entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, aujourd'hui nous avons la possibilité de nous rattraper à travers le sommet de l'OEA, le sommet de la francophonie, où nous allons honorer un fils du Sénégal qui a vu le jour au Sénégal, notamment le président Abdou Diouf. On va l'honorer, il a été président de la République, etc. Je pense. La deuxième grille de lecture, c'est que aujourd'hui, le président Abdoulaye Wade avait une vision. Ça veut dire qu'actuellement, Dakar est en train de vivre ce que le Brésil vivait en 1960. 1960, le Brésil avait comme capitale Rio de Janeiro. Et Rio de Janeiro regroupait pratiquement la moitié de la population brésilienne. Alors, qu'est-ce que le président de l'époque, qui s'appelait Ignacio de Oliveira, avait fait? Il était parti de nulle part créer une toute nouvelle ville, et c'est cette ville-là qui est devenue aujourd'hui Brasilia. Et c'est dans cette même logique-là que le président Abdoulaye Wade s'était inscrit en créant l'aéroport de Diass. Et cette dynamique-là a été renforcée par le président Macky Sall en y transférant le centre international de Diamniadio. Quels sont les avantages aujourd'hui? Ça veut dire que le Sénégal était déjà connu comme un centre touristique balnéaire. Aujourd'hui, le Sénégal peut présenter dans son offre ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, c'est-à-dire que l'organisation des grandes conférences. D'autant plus qu'aujourd'hui, la compétition dans nos espaces-là, c'est de devenir des hubs sous-régionaux, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, quand on va organiser une manifestation, le premier critère de choix, c'est on dit que est-ce qu'on va l'organiser en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre. Une fois que la décision est prise à ce niveau-là, on se dit maintenant dans quel pays au niveau de l'Ouest, on va l'organiser. Et c'est ça en ce moment que la plateforme de Diamniadio qui est en train d'être balisée peut nous valoir des effets significatifs. Et ce qui fait que c'est peut-être là où je vais chuter pour dire qu'un peu dans la perspective et dans la continuité, si le président Senghor peut être considéré comme le président fondateur, le président Abdou Diouf est le président administrateur, le président Abdoulaye Wade est le président bâtisseur, et le président Macky Sall, s'il réussit véritablement le projet de la plateforme de Diamniadio et éventuellement le plan Sénégal, pourrait être considéré comme un président transformateur pour ce Sénégal. Aussi Siré, consultant en géostratégie, est notre invité pour parler des enjeux du sommet de la francophonie prévu à Dakar, mais aussi les chances des pays africains pour parler du poste de secrétaire général.
sommes avec toujours Siré, consultant en géostratégie. Alors, Siré, on a parlé des enjeux du sommet de Dakar. La place de la langue française, c'est un sujet que nous allons aborder aussi avec vous, mais aussi les chances de candidature, comme je l'ai annoncé en début d'entretien, de la candidature africaine au poste de secrétaire général de l'OIF. La langue française à travers le monde. Vous l'avez brossé, c'est vrai, en début d'entretien, comme vous parlez de sa présence un peu partout. Mais à un niveau, dans le domaine de l'économie, la langue française disparaît presque. Hein? Absolument. Disent certains, en tout cas. Oui, oui. D'ailleurs, il y en a même qui, assez taquins, disent que se demandent si le français est la langue de la business. C'est une langue pour le business. Ouais. Pour dire tellement que voilà. Donc, ça revient un peu à ce que j'avais dit. Vous savez, et puis le plus regrettant, c'est qu'aujourd'hui même au cœur de Paris, certaines conférences se font exclusivement en anglais, ce qui est au niveau de la France. Oui, au cœur de Paris, il y a déjà les conférences sur de l'OCDE. Okay. Pratiquement, ça se passe en anglais. On traduit. Oui, on traduit. Même au niveau de la commission européenne, les gens font des conférences. Même au niveau de business school, certaines conférences se sont faites exclusivement en anglais. Et c'est un peu ce qui explique ce que je disais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est là que le modèle anglo-saxon a gagné par rapport au business model qu'il avait établi. C'est-à-dire que dès le début, c'est le modèle anglo-saxon a misé sur deux leviers pour pouvoir dominer le monde. C'est l'économie et les écrans, c'est-à-dire l'information. Et aujourd'hui, ce que vous avez dit est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, en termes d'économie, de plus en plus, les meilleures publications, ou bien la plupart des publications économiques à caractère économique se font en anglais. Aujourd'hui, si vous ne publiez pas en anglais, vous risquez de ne pas être lu. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, la francophonie devient un enjeu parce que actuellement, on est dans un contexte de mondialisation. Et qui dit mondialisation dit diversité. Maintenant, le risque que le monde est en train de courir, c'est de basculer vers une globalisation. Et quand on basculera vers une globalisation, on sera en face d'un universalisme dominant. J'allais même dire une hégémonie ou une dictature linguistique. Et aujourd'hui, la francophonie devrait aussi aider le monde à ne pas connaître ce basculement de la mondialisation vers la globalisation. Parce qu'en réalité, même nos langues locales africaines sont plus ou moins menacées par l'hégémonie et la super présence de la langue anglaise, qui, je rappelle, est la première langue parlée en termes de locuteurs au monde, qui est aussi la première langue utilisée au niveau du web. Donc, si on n'y fait pas, qui est aussi la langue de la mondialisation, par exemple, et que vous savez que le français, du 9e siècle jusqu'au 17e siècle, était la langue des relations internationales et de la diplomatie par essence. C'est à partir du 20e siècle que l'anglais est venu en force. Maintenant, il nous faudra résister, sinon on sera tous obligés de parler l'anglais. Et au-delà de la langue que je disais aujourd'hui, il y a toute une structure de pensée, il y a toute une manière de voir le monde, etc. Et qu'au moment, actuellement, dans un contexte de mondialisation, on devrait tendre nécessairement vers une diversité. Ok. Siré, consultant en géostratégie, est toujours avec nous.
Siré, après avoir abordé les sujets liés à la place de la langue française à travers le monde, quelles sont les chances de candidature africaine au poste de secrétaire général de l'OIF en tant que consultant en stratégie? Voilà, d'abord je vais attaquer l'une des candidatures non africaines qui a été une candidature déclarée à ce jour. C'est la candidature de la Canadienne Michael Jean. Mais ça, c'est une candidature officielle, ça veut dire que c'est une candidature personnelle. C'est Madame Michael Jean qui a déclaré sa candidature. Mais pas encore soutenue par le Canada. Pas encore soutenue par le Canada, pour la simple et bonne raison qu'actuellement, l'administrateur général de l'OIF, qui s'appelle M. Clément Duhaime, est un Canadien. Il est précisément un Québécois. Alors ce serait un peu mal vu que l'administrateur général soit un Canadien, ensuite le secrétaire général soit aussi un Canadien. D'autant plus que le mandat de M. Clément Duhaime vient d'être reconduit jusqu'en 2018. C'est pour ça que le Canada ne l'a pas soutenu officiellement. Mais c'est une candidate. Maintenant, on en vient aux candidatures africaines. Les candidatures africaines, actuellement, il y a le Congolais Henri Lopez qui a déclaré sa candidature. Il y a Kadri qui revient. Oui, qui revient la énième fois. Vous avez aussi Kadri Désiré Ouedraogo du Burkina Faso. Il est le président de la commission de la CEDEAO. Vous avez Dioncounda Traoré qui a déclaré sa candidature. Vous avez Luc Adolphe Tchia, le premier ministre du Burkina, qui a déclaré sa candidature. Vous avez le Béninois Maître Adrien Ongbedji qui a déclaré sa candidature. Du Bénin. Oui, du Bénin. Vous avez aussi le président libanais Michel Slimane qui a déclaré sa candidature. Vous avez l'ex-président burundais Pierre Buyoya qui a déclaré sa candidature. Edem Kodjo aussi du Togo qui est ancien secrétaire général de l'OIF. Vous avez de l'OIA. Vous avez l'ancien ministre équato-guinéen de la culture, Augustin Nze Unfumu. Vous avez aussi Jean-Claude de l'Estral mauricien. Aujourd'hui, quand l'Afrique présente des candidats pluriels, l'Afrique joue contre elle. Parce que vous savez, le poste de secrétaire général de la francophonie a été créé en 1997. Et de 1997 à 2014, ce poste a été toujours occupé par des Africains. C'est d'abord Boutros Ghali de l'Égypte, ensuite Abdou Diouf. Ce qui fait que de plus en plus des voix se font entendre au niveau des couloirs pour dire qu'on devrait se déplacer. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est nous qui avons le plus besoin de cet instrument qui est la francophonie, parce que ça nous permet de rattraper le retard que nous avons sur les pays anglophones, mais aussi ça nous permettra, nous en tant que pays francophones, de développer le volume de nos échanges à travers la diversification de nos zones. Je vous ai expliqué un peu de l'UEMOA, CEMAC, de l'ASEAN, le comité des affaires. Donc nous devons batailler ferme pour que le poste là ne nous échappe pas, à l'Afrique. Mais pour ce faire, il faut que l'Afrique ait une candidature unique, mais pas une candidature plurielle. Il faut harmoniser. Et aujourd'hui, les deux candidatures les plus séduisantes pour l'Afrique, c'est les candidatures de Henri Lopez et du Mauricien Jean-Claude de l'Estrade. Mais le seul bémol pour la candidature de Lopez, c'est que Lopez il a déjà 76 ans. Et de plus en plus, des voix se lèvent au niveau de la francophonie et dans les couloirs pour dire que le poste devrait revenir à une personne qui a entre 60 et 70 ans. Et c'est là où la candidature de cadre qui est jeune, mais il n'a pas encore 60 ans, ça risque d'un peu. Mais la candidature qui, à mon avis, est la plus séduisante, c'est la candidature du Mauricien Jean-Claude de l'Estrade. Pourquoi? Parce que déjà il a 66 ans, il a l'âge, le bel âge comme on dit par rapport à ce poste. Mais aussi quand vous parcourez le programme et l'agenda des différentes candidatures, vous vous rendez compte que par rapport aux enjeux stratégiques et aux défis de l'heure, c'est son programme qui, à mon avis, réhabilitera la francophonie en prenant en bras le corps la question de la mondialisation d'une part. D'autre part, c'est sa candidature qui a pris l'option pour que la francophonie puisse davantage peser sur le plan politique, surtout dans le règlement des conflits, la question sécuritaire en Afrique. Et troisième, c'est relatif au profil même de l'homme. Vous savez, l'île Maurice était, dans les années 80, faisait partie des pays les plus pauvres au monde. Mais en l'espace de 30 ans, l'île Maurice est passée d'une économie pauvre vers une économie en transition, et aujourd'hui c'est une économie émergente. Or, ce monsieur de Jean-Claude de l'Estrade a eu à jouer un rôle extra important dans le reclassement géostratégique de l'île Maurice, parce qu'il a été le ministre du développement économique, il a été le ministre de l'industrie et de la technologie, ce qui fait qu'il a réussi
un business model qu'il a eu à dérouler au niveau de l'île Maurice, qu'en termes de management, il peut faire pour la francophonie ce qu'on appelle le knowledge management. C'est-à-dire qu'il peut dupliquer avec un minimum d'adaptation ce qu'il a réussi à reclasser l'île Maurice, qui était partie d'un pays extrêmement pauvre et devenu un pays émergent. Il peut reprendre ce business model-là pour le compte de la francophonie. Aujourd'hui, je pense que la candidature autour de laquelle l'Afrique devrait s'unir et la porter comme une candidature africaine pour ne pas que le poste de secrétaire général de l'OIF ne nous échappe pas, c'est bien entendu la candidature du Mauricien Jean-Claude Delestrac. D'accord. Siressi, le dernier mot, si vous avez un message à lancer. Oui, par rapport à la francophonie. Ouais. Je dirais que ce sera des moments forts, surtout pour honorer un homme et une carrière. Ouais. Souvent, Abdou Diouf, c'est au-delà de l'homme, c'est une carrière, c'est une trajectoire. Ouais. Donc, ce sera l'occasion pour nous aussi de nous rattraper sur ce tableau un peu moins reluisant que l'on assiste entre un passe-dame, entre un ancien président et un actuel président. Et je pense que le peuple sénégalais sera grandi et montrera aussi une fois toute la capacité qu'il a à être au rendez-vous des grands moments en honorant et en distinguant véritablement le président Abdou Diouf. Siressi, merci infiniment. Consultant en géostratégie, nous vous avons invité pour parler des chances de candidature africaine au poste de secrétaire général de l'OIF. On a parlé aussi des enjeux du prochain sommet de Dakar et la place de la langue française à travers le monde. Merci infiniment, Siressi. Merci. Merci, M. Diop. Merci. Avant Siressi, on était avec Mamadou Ly du MCA Stratégie et Médias pour parler du programme artistique sous-régional, la francophonie de la culture.